Chers amis, bonjour. Re. J'ai fait une super vidéo ce matin et le téléphone a sonné au moment où je l'enregistrais, évidemment. Donc, du coup, j'étais furieuse, donc j'ai tricoté, j'ai fait ma vaisselle et me revoilà. En fait, j'ai énormément de choses à vous dire, mais donc je vais essayer de ne pas en oublier, mais ça va pas être facile. Alors, on va commencer. Alors, j'ai bien entendu ce que le pape a dit, comme la chanson d'Eddie Mitchell. En fait, c'est ça. Le pape François devrait chanter la chanson d'Eddie Mitchell. Moi, tant que le pape François n'aura pas chanté la chanson d'Eddie Mitchell, je refuse obstinément de commenter la moindre de ses paroles. Est-ce que c'est bien clair? Bon. Je plaisante, bien sûr. Bon. Dédramatisons. Bon. La situation n'est jamais si grave qu'on peut le penser. Oui, il y a un risque terroriste sur le sol français. Oui, c'est vrai. Moi, je connais des tas de périodes où il n'y avait aucun risque terroriste sur le sol français, et puis il y avait quand même des gens qui se trouvaient tués. Hein. Je veux dire, la sécurité absolue, elle n'existera jamais. Hein. Donc, il faut bien vivre aussi. Hein. Bon, rire aussi. Hurler, crier, parler, etc. Et puis réfléchir aussi. Bon, j'ai pris des notes pour une fois. Je ne suis pas en total impro. Enfin, si, je suis en total impro, mais j'ai fait un petit plan quand même là. Relativement à des choses que j'ai entendues ces jours derniers. Alors, on va commencer déjà par donner un conseil. Hier soir, j'ai regardé la soirée sur France 2, Envoyé spécial, complément d'enquête, etc. Je vous recommande chaleureusement d'aller revoir ces émissions-là et d'aller revoir aussi la Tour Eiffel, il y a quelques jours, sur laquelle je reviendrai à une autre occasion, parce qu'il se trouve que dans ces émissions-là, il y a plein de choses intéressantes qui sont dites. Sur des... Parce que le problème, c'est qu'il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, mais derrière l'attentat de Charlie Hebdo, derrière la super et magnifique manifestation qu'il y a eu dimanche, il y a énormément de prismes qu'il faut ne pas négliger. Comment dire? Ça révèle plein de choses. Et ça ne révèle pas que des choses parce qu'il y a eu je ne suis pas Charlie, etc. Ça n'est pas parce que quelqu'un dit je ne suis pas Charlie que systématiquement il cautionne les attentats. Dieu soit loué. Derrière je ne suis pas Charlie, il y a aussi tout un tas de merde, hein, je tiens à le dire. C'est-à-dire que n'importe quel imbécile qui fait une vidéo sur internet et qui a envie d'être regardé, il va appeler sa vidéo je ne suis pas Charlie uniquement pour être repris par le moteur de recherche et que quelqu'un voit sa vidéo, par exemple. Hein, voyez, bon. Bah oui, parce que c'est comme ça, il y a des gens qui maîtrisent relativement bien suffisamment internet pour savoir comment ça fonctionne alors qu'ils n'ont rien à dire de particulièrement interpellant, par exemple. Oui, bon. Moi, je crois pas avoir appelé quoi que ce soit, je ne suis pas Charlie, personnellement. Hein. Bon. Ça me dérange pas du tout, autant j'assume parfaitement d'être hors norme, entre guillemets, autant j'assume aussi parfaitement d'être noyé entièrement dans une masse de personnes si je leur donne raison, quoi. L'originalité, c'est bien, mais l'originalité juste pour être original, c'est une forme de snobisme qui, moi, personnellement, ne m'apporte pas grand-chose, quoi. Si je suis hors norme, je l'assume, mais ça m'arrive aussi d'être d'une banalité déconcertante. Et je trouve ça assez rassurant, en fait. Bon, voilà. Alors, je vais probablement n'effleurer que certains sujets, mais c'est pas grave. Mais il y a certains trucs que j'ai entendus qui m'interpellent. La notion de caricature, pour commencer. On parle des caricatures du prophète et de la caricature en général. La définition de la caricature, c'est le fait de brosser le portrait de quelqu'un en exagérant les traits. D'accord? En exagérer les traits, d'abord, ça n'est pas que par le dessin. On peut très bien caricaturer quelqu'un par une description littéraire, hein, dans les romans. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, avec mon instituteur, d'ailleurs que j'ai revu il y a quelques jours, on avait travaillé le portrait, justement. Et c'était écrit. C'était tout à fait intéressant. Balzac, par exemple, dans Balzac, souvent il y a des descriptions, enfin dans plein de romanciers, plein d'écrivains. La caricature n'est pas que par le dessin. On fait une fixation sur le dessin, alors qu'en fait, il y a certains textes qui sont tout aussi caricaturaux. Voilà. Grossir le trait, ça n'est pas nécessairement pour le moquer, bien au contraire d'ailleurs, ou pour
on peut aussi faire la caricature de quelqu'un en amplifiant au contraire les aspects ou les traits de caractère extrêmement positifs. Par exemple, la Vierge Marie, depuis 2000 ans, a toujours été entièrement caricaturée. C'est-à-dire que quand on la montre la tête sur le côté avec l'enfant Jésus dans les bras, on lui donne des traits parfaits, sans rides, sans cellulite. Enfin, je dis ça volontairement de façon provocante, mais c'est vrai. Je suppose que Jésus, a dû exister, bien même si dans la réalité il était probablement, enfin d'ailleurs il y a une émission qui a été faite historique sur le sujet, était quand même assez différent de ce qu'on nous raconte depuis 2000 ans. Il y a même une hypothèse d'un historien dernièrement que j'ai entendu où il était marié, il avait des enfants, quoi. Je veux dire, ce qui est peut-être vrai, hein, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, ni de moqueur en quoi que ce soit. Mais Marie était peut-être grosse, était peut-être moche, était peut-être désagréable, était peut-être. Or, on la représente toujours sous des traits angéliques. La Vierge Marie est entièrement caricaturée depuis 2000 ans. Elle est caricaturée par des artistes qui étaient au service des religieux, afin qu'on en montre certains aspects, une certaine image qui n'était absolument pas, probablement pas conforme à la réalité. Alors la caricature, elle est partout. Dès l'instant qu'un artiste brosse le portrait de quelqu'un d'autre, ça peut parfaitement être interprété par quelqu'un d'autre en étant une caricature. Ça n'est pas péjoratif, la caricature. C'est simplement une interprétation qu'on fait de l'image de quelqu'un. Bon, c'est tout. C'est pas. Et là, notamment, justement, la couverture de Charlie Hebdo, le prophète Mahomet est représenté justement en train de pleurer parce qu'il est triste et il dit je suis Charlie. Donc, il n'est certainement pas moqué en quoi que ce soit. Bien au contraire, il donne une image extrêmement compassionnelle et extrêmement compatissante et tout à fait aimable et tout à fait pleine d'amour. Donc déjà là, c'est complètement ridicule. Bon, ensuite, il y a un truc que j'aimerais aborder aussi, qui est le problème de la censure et de l'autocensure. Parce que ces jours derniers, justement à la Tour Eiffel, Jérémy Ferrari a expliqué que la censure au sein des médias existait quand même bel et bien, etc. Et qu'il avait quitté l'émission Demande qu'à en rire avec Laurent Ruquier à cause de ça. Bon, ça, en ce qui concerne les médias, je ne vais pas en parler en particulier dans cette vidéo-là, parce que mon sujet n'est pas là. Ce que je veux dire simplement, c'est que moi, je considère que la seule censure qui est acceptable, c'est l'autocensure. Alors, certains me diront, oui, mais pas d'autocensure. Il y a des dessinateurs qui ont dit, non, jamais d'autocensure. C'est très vilain de mentir. C'est très vilain de mentir. Parce que l'autocensure, en fait, on la pratique tout le temps. On la pratique tout le temps. Parce que, je vais vous donner un cas banal, dans notre façon de communiquer avec les autres, on se censure toujours. Si jamais quelqu'un vous dit comment tu vas et que ça n'est qu'une formule de politesse alors qu'en fait vous savez pertinemment qu'il se moque éperdument si vous allez bien ou si vous allez mal et que vous lui dites ça va, comme ça nous arrive à tous, d'une certaine façon vous vous censurez parce qu'en réalité vous avez envie de lui dire pourquoi tu me demandes ça alors qu'en fait t'en as rien à faire, donc vous vous censurez. Dès l'instant qu'on choisit de dire des choses et pas d'autres, on se censure. Et moi je considère que l'autocensure est quelque chose de sain parce que ça permet de réfléchir à la nécessité ou pas d'être authentique. Quelquefois, il est préférable, assez souvent malheureusement d'ailleurs, trop souvent peut-être, il est souhaitable d'y avoir recours effectivement pour pas faire de vagues, quoi. Quand on est par exemple dans un environnement que l'on sait hostile, on pratique l'autocensure. En groupe, on pratique l'autocensure, bien sûr. Et il faut être honnête et le dire. Et là, justement, c'est pour ça que je trouve ça profondément dégueulasse, ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, en dehors de l'horreur absolue de l'attentat, bien évidemment. C'est que supprimer ces dessinateurs-là, s'il y avait quelqu'un dans le milieu artistique qui était courageux et particulièrement bien intentionné envers leurs prochains, c'était bien ces dessinateurs-là qui, eux, je vous le signale, pratiquaient l'autocensure. Quoi qu'ils disent, parce que la totalité des dessins qu'ils faisaient, ils dessinaient de façon spontanée et instinctive, parce que c'était leur mode de fonctionnement, parce que c'était des artistes au sens le plus authentique et le plus véritable et le plus merveilleux qui soit. Il n'empêche que
une fois que le dessin a été fait, eux, ça leur faisait du bien, et puis soit eux se disaient non, ça je peux pas, ou alors le comité de rédaction disait, la ligne éditoriale disait bon, ça non, on peut pas. Et de toute façon, j'imagine que sur 50, enfin je sais pas, sur une vingtaine de dessins qui sortaient sur un laps de temps donné pour sortir la une, bah effectivement, il y en avait qui étaient censurés. On peut pas faire autrement. Ça n'était pas possible de sortir spontanément tous les dessins qui étaient pondus entre guillemets par les dessinateurs. Donc la censure, elle existe effectivement. Parce que ce que je trouve profondément dégueulasse en fait, c'est que on accuse ces gens-là comment dire, de tout se permettre, alors qu'en fait, ce qu'ils se permettent, ils choisissent véritablement de le faire. C'est-à-dire que ça n'est pas uniquement un cri, c'est un cri, une fois qu'il est poussé, on choisit de l'éditer ou de ne pas l'éditer. Donc c'est au contraire parfaitement réfléchi. Hein. Et pour information, je tiens juste à préciser que notamment en ce qui concerne la religion, si elle n'était pas, entre parenthèses, aussi cul-serrée depuis 2000 ans à interdire la jouissance chez la femme, à interdire la notion de plaisir, que ce soit dans l'islam ou que ce soit dans la chrétienté, eh bien aujourd'hui les humoristes n'auraient pas pour réflexe de se sentir quasiment obligés par instinct de survie quasiment, ou par réflexe, de toujours blaguer avec ça. Au niveau de la religion, on est bien obligé, puisque les religieux sont les premiers censeurs du plaisir en règle générale et du plaisir sexuel en particulier. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas faire autrement. Les humoristes sont au contraire ceux qui sont les plus à même de retirer la soupape de la cocotte minute pour ne pas que ça explose. Hein? Parce que quand quelqu'un souffre d'une situation et qu'il a la possibilité de voir qu'un humoriste a dessiné un dessin sur le sujet et que du coup ça le fait sourire, eh bien c'est autant d'anxiolytiques qu'il prend en moins, justement. C'est pour ça que c'est extrêmement important de ne jamais censurer l'humour en général et de ne jamais censurer l'humour par dessin en particulier. Et pour quelle raison par dessin? Je vais vous l'expliquer. Là, du coup, c'était pas sur mon plan, mais je vais développer parce que ça, c'est extrêmement important. Moi, à l'époque où j'ai commencé à écrire à Thomas Fersen, les années de thérapie que j'ai fait, je les ai fait en écrivant avec un stylo sur du papier. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que quand on souffre de quelque chose, quand on a mal quelque part, quand on a mal aux autres, j'ai bien dit quand on a mal aux autres, quand on a mal aux autres, eh bien, le fait de dessiner, d'écrire à la main et de dessiner relève de l'inconscient et c'est vraiment un cri de douleur que l'on pousse pour transformer quelque chose de douloureux qui existe réellement au sein d'une société. Voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement important de ne jamais censurer le dessin en général. Et l'écriture cursive en particulier aussi. Parce que l'écriture cursive est beaucoup plus thérapeutique que l'écriture sur un clavier d'ordinateur, par exemple. Ça, c'est extrêmement important de le savoir. Moi, c'est déjà arrivé depuis 10 ans que je communique avec Thomas Fersen, que j'ai des passes extrêmement terrifiante et douloureuse sur le plan psychologique, et bien à chaque fois que ça se produisait, enfin là ça fait des années que c'est arrivé, mais à chaque fois que ça se produisait, il faisait le nécessaire pour que sur internet je puisse plus du tout communiquer, de telle sorte que je suis obligée de repasser par l'écrit sur du papier à lettres, et maintenant bon ça arrive quelquefois, je scanne et je lui envoie en pièce jointe quoi. Voilà, parce que lui quand il lit mes lettres manuscrites, perçoit des choses plus subtiles et plus profondes qui ne serait pas sorti par l'intermédiaire du clavier de l'ordinateur. C'est pour ça que quand j'entends certains pays ou certains enfin il y a des États aux États-Unis qui suppriment l'écriture cursive, je suis horrifiée, vous m'entendez bien, absolument horrifiée d'entendre qu'on puisse être con à ce point-là. Vraiment, hein, je vous assure, c'est extrêmement grave. Et là, je peux vous dire que avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, le dessin de presse a un avenir absolument hallucinant. Mais alors là, vous pouvez essayer de censurer tout ce que vous voulez. Je vous signale que sur Internet aujourd'hui, n'importe qui est capable de dessiner un dessin et de le poser sur Internet. Il n'y a pas besoin de travailler dans un journal. Il faut avoir l'envie de travailler gratuitement. On est bien d'accord. N'empêche qu'il y a énormément de visuels, de montages photos, de dessins humoristiques, etc., de mots doux, de choses merveilleuses, de choses extraordinaires qui sont faites uniquement avec un stylo, un crayon
crayon sur du papier, qui est scanné sur le scanner de l'imprimante et qui est mis sur les réseaux sociaux, et des choses qui sont juste super et qui viennent du cœur et qui sont faites gratuitement en tant que bénévole, aujourd'hui, là, au moment où je vous parle. Voilà. Et c'est pour ça que le dessin de presse ne mourra jamais. Quoi qu'il se passe, jamais ça ne mourra, parce que c'est un cri. Et c'est le cri d'une société qui a mal. Voilà pourquoi. Bon, ensuite, oui, Jean-Paul II disait hier, le sacré, il ne faut pas... la liberté d'expression ne doit pas empêcher de respecter la foi d'autrui. Moi, je considère que de rire du prophète, quel qu'il soit, que ce soit Jésus ou que ce soit Mahomet, ça n'est absolument pas se moquer. Ça n'est absolument pas se moquer. Je considère, moi, que un religieux qui rit de son prophète, ça signifie tout simplement qu'il a suffisamment de distance par rapport aux représentations qu'on en fait, et qu'il est largement au-dessus de ça. Le prophète est largement au-dessus de ça, et lui, en tant que croyant, qu'il soit catholique ou musulman, est aussi largement au-dessus de ça. Et c'est ce qui a été dit justement hier soir par un monsieur qui était musulman, et il expliquait, il dit, moi je suis croyant, je suis musulman, et il dit, bon, je trouve pas génial qu'on rit du prophète, mais franchement, ça me dérange pas, quoi, je suis au-dessus de ça. Et moi, je pense que justement, les croyants qui n'acceptent pas que l'on rit du prophète, eh bien, c'est que quelque part, ils ont quelques doutes sur la solidité de leur foi à eux. Et c'est ça qui dérange, en fait. C'est-à-dire que ça n'est pas la hiérarchie qui se trouve choquée. C'est le croyant qui, lui, doute de sa foi. C'est ça qui est extrêmement grave. Et ça, moi, ça me choque profondément. Moi, je considère que le sacré, il est au sein de chaque individu. D'accord ? Dans ce qu'il a de plus profond et de plus fort, dans son fort intérieur, justement, au niveau des valeurs qui véhiculent, qui dictent ses actes tous les jours. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de religion pour être capable de compassion. Il n'y a pas besoin de religion pour veiller sur son prochain, pour dire bonjour à son voisin. Il n'y a pas besoin de religion. Moi, ce sont mes parents qui m'ont transmis mes valeurs. Hein. Je n'ai pas besoin de religion pour qu'on me transmette des valeurs, moi, personnellement. Bon, maintenant, je pense que je vois que les musulmans bougent beaucoup en ce moment, au sens positif du mot, hein, je précise. Je regrette bien évidemment ce qui se passe autour des mosquées et tout. Moi, je considère que de toute façon, il y a des enquêtes qui sont menées, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Je crois savoir d'où ça vient, c'est pas la peine de développer, je pense que tout le monde voit à qui je pense en particulier. Moi, je considère que les tags qui sont faits sur des... Enfin, quand il s'agit de tags, ce qui serait bien... Enfin, évidemment, je vais peut-être choquer certains musulmans en disant ça, mais ce qui serait pas mal, ce serait de confier les murs des mosquées qui sont tagués à des tagueurs professionnels et musulmans. Parce que ça existe, figurez-vous. J'étais tombée chez Cultura, je peux le citer, c'est au moment de Noël, j'étais allée voir les bouquins, parce qu'il y a plein d'idées cadeaux, évidemment, au moment de Noël, et j'étais tombée sur un livre qui représentait, enfin, c'était des photos de tags dans des pays musulmans, justement. Dans des pays arabes, il y a des peintres tagueurs qui taguent sur les murs, et qui taguent des choses super jolies et super belles. Alors pourquoi ne pas autoriser justement des tagueurs islamiques à venir taguer sur les... Et il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est pareil. La mosquée, je comprends que ce soit perçu comme une agression. Je comprends parfaitement ça. Mais vous êtes plus fort que ça. Et vous êtes bien au-dessus de ça. Donc il faut dédramatiser, quoi. J'ai vu donc la réunion là hier soir. C'était dans le sud de la France, je sais plus, il y avait plusieurs, il y a eu des imams qui ont parlé, etc. Donc moi je vous recommande vraiment d'aller voir ces émissions parce que c'était vraiment extrêmement intéressant. Moi je n'ai qu'un commentaire à faire, j'ai trouvé pour ma part révélateur et choquant qu'il n'y ait pas de femmes. Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes quand l'islam se remet en question? C'est pas normal. Déjà ça c'est un symptôme. Déjà ça c'est un symptôme. Voilà. Je pense qu'au niveau de l'islam, le gros problème réside dans le fait que il y a beaucoup de musulmans de seconde génération qui sont de culture islamique.
Ce qui ne signifie pas qu'il soit croyant. Moi, je suis de culture catholique. Je suis l'inspiratrice du pape. Je ne suis pas sa conseillère. Je suis l'inspiratrice du pape, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je me considère, moi, comme agnostique. D'accord? Je suis agnostique. Et je suis de culture catholique. Voilà comment moi je me définis. Ce qui ne m'empêche absolument pas d'aller à la messe quand j'en ai envie et de ne pas y aller quand j'en ai pas envie. Et là cet après-midi je vais y aller parce qu'il y a l'inhumation d'une amie à ma mère. Donc je vais aller à l'église parce qu'il y a une inhumation cet après-midi. Quand je vais à la messe, je ne dis plus le Notre Père, ou si je dis le Notre Père, non c'est pas dans le Notre Père, il y a une des prières où on dit Créateur du ciel et de la terre. Eh bien non. Moi, je ne dis pas créateur du ciel et de la terre, parce que je considère que la création du monde n'est absolument pas d'ordre divin, elle est d'ordre biologique. Hein. Et donc, je ne suis absolument pas créationniste, et donc, je considère que j'ai parfaitement le droit de me porter en juge par rapport aux livres sacrés, par rapport aux paroles qui sont dites dans une église, et que ma vision des choses vaut autant que mon voisin qui est sur mon banc, ou que le prêtre, ou que n'importe qui porte un jugement sur les livres sacrés. Moi, mes livres sacrés, c'est Victor Hugo, c'est Voltaire, tiens, c'est voilà. Voilà, ils sont là, moi, mes livres sacrés. Ils sont dans la littérature. Chacun sa Bible. Hein. La Bible d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Charlie Hebdo. D'une certaine façon. Oui, je suis un peu provocante en disant ça, je reconnais, mais quelquefois, il est nécessaire de choquer pour secouer un peu le cocotier, quoi. C'est terrible à dire, mais voilà. Mais, en fait, ce que je disais tout à l'heure au sujet de l'autocensure, moi, j'aimerais bien que tous les artistes, en général, y réfléchissent. Non pas dans le fait qu'ils doivent se censurer plus, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais quelquefois, il est bon de se demander non pas si le dessin humoristique doit sortir ou pas, mais de se demander si le but qu'on cherche à atteindre ne peut pas être atteint de façon différente et plus subtile que l'humour. Je vais vous donner un exemple. Là, on ne se moque plus de François Ier au sujet de la pédophilie pour la simple raison qu'il a eu un immense courage de prendre position contre les prêtres. Et je tiens à rappeler que s'il se trouve des cardinaux, des évêques ou quoi que ce soit, qui bloquent les dénonciations de prêtres, et que moi je suis sollicité par des victimes, je ferai tout, je dis bien je ferai absolument tout, pour que la justice des hommes passe bien réellement. Et ça, croyez-moi, je ne risque pas de lâcher le morceau. Mais je vais vous donner un exemple. Avant, donc, quand c'était les papes avant, il arrivait extrêmement souvent que Charlie Hebdo, par exemple, fasse des dessins humoristiques à ce sujet-là, hein, sur la pédophilie, les prêtres pédophiles, les prêtres et la sodomie, etc. Enfin bref, tous les délires étaient... et puis c'était bien. Bon, il y a des gens qui supportaient pas, chacun est libre de penser ce qu'il veut, c'est absolument pas un problème. Mais le fait que justement Charlie Hebdo ait été d'une certaine façon un peu en perte de vitesse à la fin, était dû en partie à ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Où était le problème que les humoristes n'ont pas vu à l'époque, je suppose. Hein. Moi, je crois beaucoup au pouvoir thérapeutique du rire. Bon, c'est comme ça. Donc moi, en tant qu'ancienne victime de pédophilie, si je vois un dessin qui est fait sur ce sujet-là, même si c'est encore aujourd'hui, je trouve que c'est un peu déplacé peut-être, mais ça va me faire rigoler quand même. Mais en fait, quand ces dessins-là étaient faits, ça caressait dans le sens du poil tous les anticléricaux, hein, d'une certaine façon. Tout le monde rigolait. Mais ce qui était nécessaire, c'était de désamorcer la bombe dans le cœur des victimes de pédophilie. Mais les victimes de pédophilie, elles n'avaient pas nécessairement envie qu'on en rie, parce qu'elles ne se sentaient pas prêtes, parce qu'elles étaient trop blessées, ce qui est parfaitement légitime. Et en ce sens, la cible n'était pas atteinte, d'une certaine façon. Je veux dire par là que quand on rit de quelque chose, il faut toujours se demander si c'est le bon moyen d'être le plus efficace. Et ça, c'est difficile. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se censurer, je dis juste qu'il faut y réfléchir. Est-ce que c'est le meilleur moyen d'atteindre la cible qu'on veut atteindre? C'est ça le problème aujourd'hui.
Hein. Moi, je pense évidemment aux victimes de viols, de pédophilie, de crimes, etc. Parce que je suis faite comme ça. Moi, je suis pas la dernière à sortir des grosses conneries quand je peux faire rigoler quelqu'un. Je le fais de façon spontanée, du mieux que je peux. Je pourrais faire mieux, sûrement, si je n'étais pas affairée à d'autres affaires en même temps. Mais je veux dire que quelquefois, je pense que la raison pour laquelle Charlie Hebdo était en difficulté avant que l'attentat arrive, il était un peu lié à ça d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui même aujourd'hui, au sein des musulmans par exemple, il y a énormément de musulmans qui se disent il faut que ça bouge, et puis ils se disent mais en rire est pas la meilleure méthode, et ils ont raison, parce qu'aujourd'hui les musulmans, ils ont besoin, eux, de relever le nez et de revendiquer leur appartenance religieuse dans le respect des lois de la République, et ça n'est peut-être pas par l'humour que c'est le plus adapté pour faire avancer le schmilblick, comme on dit vulgairement. Voilà. Je veux dire par là que le dessin humoristique, c'est un moyen de faire avancer les choses, mais ça n'est pas le seul. C'est qu'est-ce que je voulais dire. Voilà. Bon, sinon, Mahomet t'a fort sur ta tête. Mahomet, une petite culotte pour une fois. Mahomet, moi j'ai très envie d'en rire. Je vais travailler mieux le sujet hein, quand même. Hein. Je vais vous faire peut-être une jolie petite pancarte. Ah oui, j'ai une spéciale dédicace aux psychiatres qui sont responsables de ma tutelle. Je dis ça spécialement aujourd'hui parce que cet après-midi les juges de la tutelle se réunissent pour décider de mon sort, n'est-ce pas? Et donc j'ai pensé très fortement à eux en faisant ma vaisselle parce que j'ai écouté une chanson de Renan Luce, particulièrement adaptée à la situation de la société française aujourd'hui, qui s'appelle Le Monde est fou. Le Monde est fou de Renan Luce. Voilà. Alors je vous recommande tout particulièrement d'aller écouter cette chanson-là. Si jamais vous pouvez tous l'écouter avec un entonnoir sur la tête, une poubelle à papier, enfin vous voyez un truc, une passoire, mettez-vous une passoire sur la tête. Tout particulièrement les psys, bien évidemment. Alors les psys, vous en mettez bien 5 ou 6 passoires sur la tête, avec des arrosoirs, enfin, vous voyez, une jolie petite installation sur votre tête, voilà, et puis vous écoutez Le Monde est fou de Renan Luce. Voilà, c'était la spéciale dédicace. Oui, je sais, je pourrais prendre ça au tragique, on va décider de mon sort, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, ça changera rien, hein, donc c'est autant que j'en rigole. Voilà.